commence. Je donne la parole à M. Kairé. Monsieur Kairé, je vous donne la parole. Alors, Moussa, on commence par quoi alors? Merci, M. Kairé, pour cette belle présentation. D'accord, moi, c'est d'abord, bonsoir à tout le monde. Mes vives salutations à Mme Fall et à Mme Seynabou Fall et à mon confrère. Merci beaucoup. Allô? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend maintenant. D'accord, c'est parfait. Donc, je disais tantôt bonsoir à tout le monde. Mes vives salutations à Mme Fall, Seynabou et à mon confrère, M. Kairé. Je suis vraiment ravi de partager avec vous ce soir cette plateforme d'échange. J'espère que ce sera plus en enseignement. C'est Mohamed Gaye. Je suis consultant en recrutement IT, expert en SAP System Application and Product. Actuellement, je travaille chez Way2Call comme chargé de recrutement. D'accord? Donc, en ce qui concerne mon parcours professionnel, mes premières expériences, je les ai obtenues dans un cabinet de recrutement international basé en Suisse, donc, mais qui a une filiale au Sénégal. Donc, avec ces cabinets, j'ai pu développer mes compétences en recrutement orienté vers IT, le processus de recrutement de bout en bout, comment gérer un projet de recrutement. Également, j'ai aidé ce cabinet de recrutement à faire des placements partout en France avec des sociétés. De mettre en place un cabinet de recrutement orienté dédié au recrutement et consulting en ressources humaines. J'ai fait aussi des recommandations de profit dans pas mal d'organisations. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai été approché puis recruté par Way2Call il y a à peine 3 mois, où je suis chargé de recrutement et de l'intégration du personnel. Voilà une présentation de ma modeste personne en attendant de rentrer dans le vrai but de notre rencontre. Merci. C'est une question à moi ou M. Kairé? À tout le monde, à vous deux, oui. D'accord, donc je me lance très rapidement. Je pense que pour cette question, cette question est très pertinente. Et pour ma part, c'est bien compatible. Et pour me justifier, j'ai fait appel au décret numéro 2016-263 du 22 février 2016. OK? Ce décret a été mis en place par le ministère du Travail, du Dialogue social, de l'organisation professionnelle et des relations avec les institutions. D'accord? C'est bien possible aujourd'hui pour l'employeur de recruter un profil qui a un apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. OK? Et ce type de contrat, c'est juste un travailleur qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage, s'engage pendant la durée du contrat de travail du contrat à travailler pour un employeur qui, en contrepartie, s'oblige à lui assurer une formation professionnelle, méthodique, complète, dispensée dans l'entreprise et éventuellement dans un centre de formation d'apprentis. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec c'est bien possible, c'est bien compatible. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si vous regardez très bien au niveau des annonces, on met souvent... Oui. Oui, c'est bon. Si vous regardez de près les annonces qu'on met sur Internet, souvent on demande une expérience de 2 à 3 ans au profit. D'accord? On demande une expérience de 2 à 3 ans au profit. Mais si par contre, si on n'a pas cette expérience, si on est jeune, si on est étudiant ou élève, est-ce qu'on pourra toujours se bénéficier de ces postes? Je dirais non. De son pour laquelle le gouvernement a compris cela. Et pour un peu régler le taux de chômage, il donne la permission à l'employeur de recruter aujourd'hui dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. D'accord. C'est pour dire que c'est bien compatible. Ça pourrait régler le taux de chômage. Ça pourrait permettre aussi à l'étudiant ou à l'élève d'intégrer le milieu professionnel. Mais c'est une obligation aussi pour l'organisation de trouver une formation complète, méthodique au profit qui a le contrat d'apprentissage. C'est Seynabou? Oui, allô? Seynabou? Allô? Mamadou, je pense qu'on vient de perdre Seynabou depuis quelque temps. Oui. C'est un peu un problème de connexion là. Oui, tout à fait, je comprends. Alors, comment dire?
Mohamed, moi j'ai compris que, bon, parce que je pensais que, je pensais que la question allait dans le sens de la compatibilité. Et c'est bien de savoir que, effectivement, en termes de législation aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir le statut étudiant et le statut employé en même temps. Et j'ai aussi compris que, d'ailleurs, même c'est recommandé, au vu des offres d'emploi qui sont référencées quotidiennement dans les médias, en ligne et hors ligne, effectivement, une première expérience professionnelle est la plupart du temps demandée. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est légiféré, il y a possibilité de faire ça. Et en second lieu, c'est aussi recommandé, si je comprends bien votre réponse. Mohamed. Effectivement, c'est recommandé et du point de vue législatif, c'est permis. D'accord. Que ce soit une formation en interne auprès de l'employeur ou bien une formation dans un centre, comme vous l'aviez mentionné tantôt. Effectivement, voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. Intéressant. Donc, je pense que Mohamed nous a bien identifié par rapport à la législation. Mm-hmm. Donc, par rapport à l'aspect pratique, moi, si je dois interpeller Moussa, par rapport à l'aspect pratique, est-ce compatible d'étudier et de travailler en même temps? Être élève, par exemple, au sens large, être élève, être étudiant et travailler. Et travailler en même temps. Bon. Oui. Sinon, pas la parole, s'il vous plaît, vous pouvez couper vos micros pour que ça soit plus facile pour ceux qui interviennent. Voilà, donc s'il vous plaît, Mohamed, voilà, à part Mohamed et Moussa, si vous pouvez couper vos micros. Super, c'est bon. Parfait. Alors, de manière pratique, moi je pense que je vais continuer là où Mohamed s'est arrêté. Parce que dans la mesure où c'est légiféré, c'est autorisé, il n'y a pas de contrainte juridique. C'est parce que, en fait, je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui a déjà existé avant d'être légiféré ou non. Je m'explique. D'accord. Bon, dans le passé, mon avis, c'est que si on prend le contexte du Sénégal par exemple, l'étudiant était une personne qui soit étudiait à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, soit à l'université Gaston Berger, soit dans des écoles de formation spécialisées, que ce soit dans l'administration ou bien les écoles métiers. Mais si on prend, par exemple, les universités publiques, aujourd'hui, la majorité des gens que vous voyez aujourd'hui, par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop, soit devant l'université, les gens qui gèrent les cantines là-bas, il y a un très grand pourcentage de personnes qui vous diront qu'ils ont commencé. Là, je parle vraiment de travail informel. En termes de practicalité, je parle d'activité. La majorité des personnes qui venaient des régions et qui habitaient à l'université, qui n'avaient pas forcément de maison d'accueil, et qui pouvaient avoir la liberté de développer une activité parallèle, bien sûr, ce type de personnes-là nous a toujours fait comprendre que, bien sûr, un étudiant pouvait être à l'université, prendre en charge sa vie d'une manière globale, en s'appuyant sur une activité qu'elle développe à côté. Alors aujourd'hui, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on a des universités virtuelles où tu n'es pas obligé d'aller te rendre quelque part pour étudier. Ce qui d'ailleurs favorise la recherche de la première expérience professionnelle pendant qu'on est en train d'apprendre. Et cela se voit, contrairement à comment cela devait être, je pense qu'aujourd'hui, le cadre s'y prête. Aujourd'hui, on peut faire des études, on peut être au pays, faire des études à l'étranger. On peut suivre des formations pas forcément diplômantes et totalement à distance. Donc vraiment de manière très pratique, je pense que allier études et travail, c'est une posture qui peut durer, je pense, toute une vie. Étant donné que tout le monde a la possibilité de se former de manière continue, de manière pratique, c'est faisable. Ce sera une question d'organisation, surtout. Ça finit par être une question d'organisation.
Mais bien sûr, on peut travailler de manière formelle, de manière informelle, on peut entreprendre en étant sur les bancs de l'école, de manière physique ou de manière à distance, de manière virtuelle. Je pense ça. D'accord. Donc, en parlant d'entreprendre, en parlant de faisabilité, par exemple, quel type de métier serait plus intéressant pour les élèves et les étudiants, tout en sachant qu'ils ont des emplois du temps parfois assez figés et qui ne sont pas tout le temps adaptés aux horaires de travail normaux, par exemple. Quel type de métier peuvent constituer des alternatives? Des alternatives. Mohamed? Oui. Quel est le métier qui permet d'avoir une meilleure organisation? Quels sont les créneaux qui permettent d'avoir une meilleure organisation? D'accord. Merci, M. Kairé. J'ai entendu votre intervention, que c'est très pertinente. Merci pour les éclaircissements. Maintenant, je pense que pour ma part, tous les métiers sont intéressants pour les apprenants. Maintenant, la question ce que j'aimerais appuyer, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est important. Aujourd'hui, rares sont les entreprises qui recrutent des apprenants parce qu'elles préfèrent faire recours à des profils expérimentés. Évidemment, avec les profils expérimentés, l'entreprise passe directement à l'essentiel et ne perd pas trop de temps pour rendre opérationnelle la nouvelle recrue expérimentée. Aujourd'hui, le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des organisations ne recrutent pas les profils non expérimentés. Parce que souvent, en termes de coût, ça fait beaucoup d'argent. Et en termes de temps aussi, l'entreprise perd beaucoup de temps pour former un profil non expérimenté. Parce que ça se comprend, le profil ne connaît absolument rien du milieu professionnel et que l'entreprise, tout ce qui l'intéresse, c'est de mettre profit. Ça se comprend. Maintenant, pour les métiers, en ce qui me concerne, ce sont les centres d'appel qui recrutent plus des apprenants avec des métiers très intéressants, avec possibilité d'évoluer professionnellement, avec possibilité également de choisir ses créneaux de travail. C'est hyper important. Le constat que j'ai fait également pour les contrats d'apprentissage, moi j'ai eu la chance de faire pas mal de secteurs. Il est très rare de trouver dans des organisations où on voit des gens qui ont un contrat d'apprentissage. Cela veut dire qu'ils sont étudiants, ils n'ont pas encore d'expérience. C'est très rare. Maintenant, au niveau des centres d'appel, ce problème est en train d'être réglé. Le taux de chômage est en train d'être réduit par les centres d'appel. Parce que si on prend sur les centres d'appel, plus de 1000 salariés, la majorité constitue des gens qui n'ont aucune expérience dans le milieu professionnel. Donc c'est la meilleure voie, en ce qui me concerne, pour les étudiants de l'intégrer et de choisir le créneau de travail. Par exemple, le fait d'être télévendeur freelance, on a la possibilité de venir à n'importe quelle heure dans l'organisation, question de trouver le bon client et de vendre des produits. Et à la fin, vous aurez votre salaire et commission également. Donc, pour ma part, si on parle pour ma part, si Mohamed, je pense qu'on peut continuer. D'accord, c'est parfait. Pour ma part, je dirais que si on aimerait vraiment intégrer le monde professionnel et allier ça entre études et vie professionnelle, la meilleure voie reste les centres d'appel. En ce qui me concerne. Donc, j'ai un peu développé sur ça. Et pourquoi cela? Parce que souvent, les contrats d'apprentissage, on trouve ça, c'est des organisations où on a été recommandé, où on ne peut pas qui travaille, qui est cadre dans l'organisation, qui vraiment fait un contrat d'apprentissage, qui nous permet également de choisir nos propres créneaux. Mais ça n'existe pas dans beaucoup d'entreprises au Sénégal. Donc, la meilleure voie reste les centres d'appel. D'accord, les centres d'appel. Moi, je dis ça tout en sachant qu'il est. Oui. Super. Moussa? Oui, Naoul. Donc, nous te posons la même question. Vous aimeriez que tu fasses Oui, Naoul, je pense qu'il y a un écho au niveau de votre. Il y a un écho derrière. Il y a.
S'il faut couper leur... C'était à ton niveau. Maintenant, c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. C'est bon d'abord. C'est bon. Ouais. Ouais. Juste rebondir. Je pense qu'il y a un bruit qu'il faut qu'on cherche à trouver là. Un bruit qui intervient de je ne sais où. C'est pas chez Mohamed. C'est pas chez nous. C'est pas chez Sina. Avec une personne. C'est le Galaxy A10. Mohamed Gaye? Oui, je suis là, je vous entends. Ah, c'est le Galaxy A10. Ah, maintenant c'est bon. Non, c'était pas vous. C'était le Galaxy A10. Welcome, je pense. Je connais pas son nom, mais en tout cas, welcome. Alors, c'est nous aussi. Alors oui, c'est vous? Voilà. Oui, moi j'aimerais juste Galaxy A10. Oui, je vous entends bien, donc. Oui, Moussa. On dirait que c'est la fête quelque part. Oui, allez-y. Pour faire une petite introduction sur le digital avant d'attaquer la question sur les opportunités qu'offre le digital en termes d'emploi aux étudiants et aux élèves. Parce que bon, la plupart quand même ont du mal à comprendre un peu la notion de digital. Ouais, très bien. Alors, oui, pour rebondir sur ce que venez de développer, M. Gaye, je mets tout cela dans le cadre de la flexibilité. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai entendu M. Gaye dire, c'est la liberté de travailler aux heures que l'on va choisir et d'avoir la flexibilité, en tout cas, de s'assigner des missions et des objectifs tout en essayant d'harmoniser tout cela autour de son emploi du temps. Il y a les centres d'appel qui offrent ça. C'est quelque chose de très intéressant parce que je pense que ça a toujours été le cas avec les centres. De manière classique, le centre d'appel est ici en tout cas au niveau local. Travailler dans un centre d'appel, ça a toujours été l'opportunité par défaut qu'a un étudiant. Si le travail dans un cadre formel, bien sûr. Parce que par travail, non, moi j'entends toute activité génératrice de revenus. Mais non, que ce soit dans les centres d'appel, que cela soit dans un autre cadre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étudient et qui travaillent. Par exemple, chez les filles, il y a des gens qui travaillent en tant que domestiques. Tout simplement parce que elles parviennent à coller ça avec leur emploi du temps. Ça nous amène où? Moi je pense que ça nous amène dans le freelancing. Bon, c'est vrai que dans un centre d'appel, on a un contrat, on est émulé mensuellement la plupart du temps. Mais le freelancing, n'importe quel domaine où on peut prendre une mission, l'accomplir et être évalué et rémunéré sur la base de cette mission-là, et avoir la liberté de choisir ses missions, parce que ce domaine-là est compatible avec les études. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, il faut juste prendre le cas des étudiants qui sont dans les écoles et qui étudient par exemple les technologies de l'image et de la vidéographie. Ça, la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent, qui étudient pendant un certain moment et qui se rendent dans leur lieu de travail, ou bien même qui, depuis chez eux, exécutent du travail, en bonne et due forme, et se font rémunérer sur la base de ce travail-là. Et d'ailleurs, le télétravail, la crise que nous venons de passer, ça nous a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a plusieurs salariés aujourd'hui qui travaillent depuis chez eux, donc ils choisissent pas forcément leur mission parce qu'ils sont salariés. Mais en tout cas, il y a beaucoup de secteurs qui touchent au numérique où on peut faire la prestation de services à distance qui permet aujourd'hui d'allier ça avec que ce soit le travail, avec d'autres exigences que l'on peut allier avec vraiment toutes sortes d'activités. Donc l'économie du freelancing qui est en train de se développer là, je pense qu'aujourd'hui ça donne la possibilité qui qu'on soit, partout où on est en train d'apprendre le statut d'étudiant, on peut exécuter des missions, être rémunéré sur la base de ces missions-là, choisir nos missions, choisir nos heures de travail, et peut-être même aller jusqu'à choisir nos clients. Parce que si ça se trouve, il y a même des gens qui sont dans les centres d'appel, des fois ils choisissent le centre d'appel dans lequel ils veulent travailler. Seulement parce qu'il y a l'offre qui est là. C'est ça la vie. Ah, Mohamed. Donc on va parler freelancing quoi. Oui. Oui, je vous entends très bien.
D'accord. En tout cas, vous avez très bien développé. Mais en ce qui concerne ce que vous avez tantôt souligné pour les profils freelance, être freelance, c'est pas du tout facile. Parce que lorsqu'on décide de travailler pour notre propre compte, c'est parce qu'on a des compétences bien déterminées. Freelance, ça veut dire cela. Freelance, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui dit que moi, je préfère travailler pour mon propre compte. Maintenant, l'organisation a un service à externaliser, il prend ses services en contrepartie de rémunération. Ça peut se faire. Mais ce sera très difficile pour les profils qui n'ont aucune expérience d'adopter ce type de métier. Est-ce que je peux rebondir, Nabou? Je sais pas moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans la mesure où on entend par travail être dans un cadre formel, dans un environnement très précis, et se voir assigner des tâches et avoir des comptes à rendre, ou des performances en tout cas à atteindre. Mais si on va dans le sens très classique du travail, exécuter quelque chose, être rémunéré pour ça. D'accord? Une rémunération qui sera proportionnelle à la difficulté de la tâche, ou bien à ce que la tâche va nécessiter comme énergie ou autre. Des fois c'est l'esprit, des fois c'est l'aptitude. Si on amène là-bas le travail. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, il y a choisir être freelance et être freelance. Moi, je ne parle pas des profils qui ont des compétences, qui ont une certaine validation, qui ont par exemple beaucoup d'années en entreprise, et qui décident un jour de commencer l'entrepreneuriat à travers le freelance. Non, je ne parle pas forcément de ces gens-là. Je parle de toute personne qui est en mesure de dire, moi, je suis apte à faire telle chose. La personne qui va à Sandaga approcher un gros commerçant qui lui dit, moi, je peux venir chaque samedi pour faire votre comptabilité hebdomadaire. D'accord. Ok? Je suis étudiant à la FASEC. Non, je suis là parce que je sais tenir une comptabilité, je sais faire des états financiers. Je viens, par exemple, vous installer le logiciel de travail qui va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui est papier, de faire vos inventaires quand vous le voulez, et de venir chaque semaine faire votre... Cette personne-là peut choisir ses heures. Et pourtant, cette personne-là n'est pas obligatoirement une personne expérimentée parce que l'interlocuteur qu'elle aura devant lui ne va pas jusqu'à lui dire, bon, vous avez combien d'années d'expérience? Parce que oui, dans le monde corporel, on se vend à travers un CV. Mais dans la vie, quand on sait faire quelque chose et qu'on parvient à identifier le besoin là quelque part, et que ce soit un besoin qui est tellement important chez la personne qui est prêt à payer une somme, mais là, c'est très précaire, mais c'est le travail. Bon, quand je dis précaire, c'est un jugement que je fais qui est un peu péjoratif, mais c'est donc là, Moussa. Oui. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'intervenants qui sont focus sur des métiers qu'ils peuvent éventuellement faire en ce moment pour étudiants. Mohamed? Oui. Allez-y. Je suis là. Allez-y. Je n'ai pas très bien compris la question de Mme Fall. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Nabou, s'il vous plaît. Abou. Mohamed? Oui. Non, on dirait que Nabou est parti. Bon, d'après ce que j'avais compris, c'est Nabou dit qu'il y a des gens qui posent la question à savoir quels sont les métiers que l'on peut cibler aujourd'hui en tant qu'étudiant pour, je pense, finalement avoir de l'expérience professionnelle ou bien pouvoir associer les études. Alors Moussa, oui, toi qui es dans le milieu, quels sont les emplois types qui sont susceptibles d'intéresser les élèves et les étudiants sur le plan digital? Quels sont les emplois types qui peuvent s'offrir à eux? D'accord, oui, d'accord. Non, moi qui suis dans le digital, moi je pense aujourd'hui que tout ce qui est susceptible d'être dématérialisé en termes de travail et qui heureusement peut être appris en ligne et un créneau où on peut s'inscrire et avoir la liberté vraiment d'acquérir des compétences
sans contrepartie, seulement en utilisant le temps qu'on a, le temps qu'on utilise à d'autres fins. Tout ce qui est aujourd'hui, tout travail qu'on peut exécuter avec, disons, un ordinateur, ou bien un terminal numérique, et qu'on peut exécuter et rendre à distance, et un créneau qui peut être exploité. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion de stock, par exemple. Mais pour venir un peu vers mon domaine que je maîtrise en tout cas mieux, aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec la création de contenu numérique et de plateformes numériques, tout ce qui est en rapport avec la création, je dis bien, de contenu numérique et de plateformes numériques, est un créneau qui est exploitable et sur lequel on peut se positionner et avoir des opportunités sans forcément avoir à subir un rythme de travail. Alors vraiment la liberté de prendre des missions qu'on veut, de choisir ceux avec qui on veut travailler, de choisir ses conditions de travail. Création de plateformes et création de contenu numérique. Création de plateformes, création de contenu, centre d'appel, je pense que il y a quand même pas mal de possibilités qui s'offrent aux apprenants. Là, il y en a certains qui voudraient poser des questions. Donc, avant de basculer vers le reste des questions, je pense que les invités peuvent poser leurs questions. Baba, tu peux activer ton micro, tu as une question? Baba, tu peux activer ton micro. Tous les autres qui veulent poser des questions peuvent les envoyer dans la discussion. Après, elles seront partagées avec nos intervenants. Donc, Baba, si tu peux activer ton micro pour pouvoir poser ta question. On peut poursuivre parce que je pense que je vais juste reprendre là où tu as terminé, Moussa. Effectivement, il y a énormément de possibilités qu'offre le numérique. Tout à l'heure, il y a Adjamati qui participe en ce moment à la réunion. Elle gère une entreprise, une start-up. Donc, elle, ce qu'elle fait, parfois, elle recrute des étudiants de manière ponctuelle, lorsqu'elle a des prestations à faire, qu'elle a des engagements à honorer de manière ponctuelle. Elle recrute des étudiants donc qui viennent en freelance, effectuer les tâches et puis sont rémunérés selon un accord défini au préalable. Il y a aussi des community managers. Donc, Baba, je pense que Baba qui va entrer, activé ton compte. C'est bon, Baba? Oui, si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien, Baba. On vous entend, oui. On vous entend Allô? très bien. Oui, Baba. Ah oui. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ok, je veux dire, j'ai entendu parler de freelance. Je veux réellement qu'il explique cette notion-là. D'accord. Allô, oui. D'accord, Baba. Je pense que on est bon, hein. D'accord, Baba. Je vais essayer de répondre rapidement. Baba, on entend. Oui, Baba, oui. Vous avez entendu, c'est bon? Oui, j'entends. J'ai bien entendu, Nabou. J'ai bien entendu. Alors, Baba. Vous avez entendu ma question? Oui. Non. Est-ce qu'il peut répéter, Baba, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse entendre? Je veux que vous retourniez sur la notion de freelance. Freelance. D'accord, très bien. Alors, Baba. D'accord. C'est que ça veut dire. C'est que ça veut dire freelance. Baba, oui. Le freelancing, c'est une forme de contrat de travail entre une personne ou une entité qui a besoin qu'une tâche soit exécutée
ou des tâches ou une mission soit exécutée et la personne qui sera prestataire et qui va exécuter cette mission. Par définition, c'est ça le freelancing. Maintenant, aujourd'hui, il est arrivé que de manière pratique, la signification pratique du freelancing est un peu trahie par l'aspect en ligne. Aujourd'hui, la personne que vous, je sais pas, le plombier que vous appelez, parce qu'il y a une fuite d'eau chez vous, va exécuter une mission de freelancing. C'est un contrat verbal la plupart du temps qu'il y a entre vous. C'est de courte durée. Oui, parce que ce qui, je pense, bon, là, il y a un Mohamed, je pense, qui serait plus habilité à me répondre. Bon, je vais essayer. Si je raconte pas de bêtises. Tiens, la durée, une petite durée, une mission, une tâche. De manière classique. Donc, ce que j'essaie d'éclaircir, c'est de ne pas faire la confusion entre freelancing et travail en ligne. Parce qu'il y a beaucoup qui associent cela avec le fait de travailler en remote. Non, non, non. C'est tout simplement aujourd'hui que oui, les petites missions, sont plus sollicitées en ligne. Une personne qui écrit quelque chose pour vous, une personne qui va traduire un texte pour vous, une personne qui va vous assister dans la gestion de vos médias sociaux, par exemple, une personne qui va faire votre site web pour vous, et avec qui vous aurez conclu un accord qui tournera autour d'un seul projet, d'une seule mission ou bien d'une seule tâche. Donc c'est par ça aujourd'hui que j'entends freelancing. Tout ce qui n'est pas légiféré par les lois de contrat de travail à longue durée, entre autres. Mais qui d'ailleurs, je pense, commence à être légiféré aujourd'hui. Alors, de l'autre côté aussi, apparemment, je ne sais pas, je parle sous la surveillance de Mohamed. Vraiment, bien sûr, parce qu'en France, par exemple, ça a commencé à être reconnu comme, comment dire, comme statut. Oui. Je dis de manière juridique. Pour être freelance aussi, il faut avoir une entreprise. Par défaut, une entreprise individuelle qui est en règle avec les lois de là où vous exercez et qui est reconnue et qui a un statut très spécifique. Et vous en tant que personne, vous allez exercer votre activité qui a l'allure d'une activité artisanale. Vous allez procéder comme un ouvrier ou bien en tout cas comme un artisan qui va exécuter certaines choses et qui va être payé sur cette chose-là et qui reste en règle avec les impôts de même entre autres. Bon. Voilà, si c'est clair. Merci. J'ai écouté. Monsieur Kéré. Monsieur Kéré. Oui, Mohamed. D'accord, merci pour ces précisions. Bon, je vais ajouter que être freelance, c'est pas du tout facile. Comme on le pense. Un étudiant ou un élève ne peut pas être un freelance. Il y a ce qu'on appelle junior et senior. Lorsqu'on est junior, on ne peut pas être freelance. Être freelance, ça suppose qu'on maîtrise, qu'on a des compétences reconnues, certifiées, avérées. Non, il faut venir, on va se bagarrer avec Mohamed. Non, on va se bagarrer, il faut intervenir. La plupart, ceux qui font le freelance sont une expérience qui dépasse les 10 années. Cela veut dire que ce n'est pas donné un professionnel, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le professionnel, ne peut pas prétendre être un freelance. Donc il faut que ça soit clair. C'est synonyme d'avoir les compétences qu'il faut pour gérer un domaine bien intégré. D'accord. Mohamed, excuse-moi. Sorry. Mohamed, est-ce que vous ne parliez pas des experts et consultants? Non, non. Vous ne faisiez pas allusion aux experts consultants? Non? Aux consultants? Aux experts? Non? Du tout? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas allusion aux experts consultants? Experts consultants, oui. Parce que qu'est-ce qu'on entend par freelance? Être freelance, c'est se dire que j'ai les compétences qu'il faut. Alors, est-ce qu'un élève a les compétences pour exercer un métier? Est-ce qu'un étudiant a les compétences pour exercer un métier? Et là, une compétence, c'est ce qui est dans la pratique. Et c'est au fil du temps. Raison pour laquelle nous, souvent, lorsqu'on demande des profils freelance pour l'externalisation d'un service, on fait allusion à des profils qui ont à peu près 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine. D'accord. D'accord. Bon, donc, je pense qu'on va passer à une autre personne. Le temps file très, très, très vite. Oui. Et on aura, après cette rencontre, nous aurons la possibilité de continuer à échanger avec les intervenants. C'est très intéressant. Là, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'idées, beaucoup de questions. Il y a
Fama Silla qui voulait poser une question. Fama, tu peux... Fama, Madame Silla, tu peux activer ton voilà, c'est bon. Donc, nous t'écoutons pour ta question. Oui, salut tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bien. Ok, bonsoir à tous, c'est Nabou Mohamed Moussa Kerek Baba et les autres aussi. Bonsoir. Ok, je voulais juste poser une question à Moussa Kerek, j'espère bien, c'est lui, non? Oui, je suis là. Vous êtes Mohamed? Mohamed. D'accord, Mohamed. Oui, Mohamed, oui. Oui, je voulais vous poser une question concernant les étudiants qui aimeraient vraiment postuler au niveau des centres d'appel. D'accord. Mais quand on a des problèmes, par exemple, comme au niveau de PCCI, qui ont des problèmes de rémunération pour les étudiants. D'accord. Alors qu'un étudiant qui cherche un boulot, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins. D'accord. Et si l'étudiant se déplace tout le temps pour aller au boulot et reste pendant 6 mois, 8 mois sans pour autant obtenir sa rémunération, ça devient un autre problème. D'accord. Et j'aimerais avoir des réponses concernant le niveau de Wituko. Oui. S'il n'y aurait pas ces genre de problèmes, même s'il est aussi long que ça. Oui. Et une autre question concernant les horaires de travail au niveau de Wituko. D'accord. Si l'étudiant a la possibilité de vous offrir son emploi du temps comme ça, et il pourra savoir comment gérer le temps de ses études ainsi que le travail. D'accord. C'était juste pour ça, Mohamed. Merci, Madame Silla, pour ces brillantes questions. Je pense que pour la première question, en ce qui concerne la rémunération, je ne vais pas trop y avancer parce que je ne maîtrise pas comment ça se passe au niveau des PCCI. Mais en ce qui concerne nous, c'est Wetucol, nous avons une bonne politique de rémunération. D'accord? Souvent, lorsque vous travaillez très bien, durant tout le mois, à la fin du mois, vous allez percevoir votre salaire. Ça, c'est un plus, un avantage. L'autre avantage aussi, on fait des primes pour nos conseils commerciaux. Par exemple, il y a une évaluation à faire. Si, par exemple, vous respectez certains nombres, vous avez bien traité les clients, si vous avez ressenti de l'empathie, tout le temps c'est noté. Et ça va rajouter au niveau de votre salaire, c'est ça qu'on appelle la prime. Donc, pour vous, on peut vous rassurer que nous, c'est nous, il n'y a pas, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens de PCCI quittent PCCI pour rejoindre Wetucol. D'accord, ça c'est une nouvelle. Okay. D'accord. La deuxième question en ce qui concerne comment faire pour intégrer Wetucol, souvent on a une plateforme en ligne. La première chose à faire, le processus, c'est d'abord de vous inscrire au niveau de notre plateforme et que nous, par contre, si on voit que en ce qui concerne le niveau d'études demandé, parce que nous travaillons avec deux campagnes, Orange et Free. Et pour Orange, pour vraiment être au niveau de 1441, le niveau d'études qu'on demande souvent, c'est Bac plus 2. Si c'est Free, c'est Bac uniquement, d'accord, sans expérience. Et en ce qui concerne l'horaire de travail, souvent on demande une disponibilité totale pour les profils qui n'ont aucune expérience en centre d'appel. Disponibilité totale, ça veut dire que vous pourriez travailler à n'importe quelle heure, tout en respectant l'horaire normal de travail qui est égal à 8 heures de temps. Et mais vous aurez aussi la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires suite à validation de votre superviseur. OK? Maintenant, si vous êtes expérimenté, vous avez déjà travaillé dans un centre d'appel, on demande une disponibilité partielle. Cela veut dire que vous pourriez choisir vos heures de travail. C'est un peu ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, un étudiant qui n'a jamais fait les centres d'appel, oui. Lui, si jamais il intègre au niveau de Wetucol, il n'aura pas la possibilité de choisir ses horaires, mais plutôt c'est au niveau de Wetucol qu'il va se dépendre. D'accord. On faisait ça, mais actuellement, Orange nous a demandé de recruter des profils qui ont une disponibilité totale. Cela veut dire qu'un profil qui pourrait travailler à n'importe quelle heure, entre 6h à 22h. D'accord? 6h du matin à 22h. D'accord. Je comprends. Merci. D'accord, je vous en prie. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous en prie. Je pense que
on commence à grignoter un peu sur le temps. Donc, je pense que pour les questions des invités, on va s'en arrêter là. Si maintenant il y a d'autres questions qui souhaitent être posées à travers les réseaux, nos deux intervenants sont disponibles. Ils peuvent répondre à vos questions. Donc, je pense que là, je vais poser la toute dernière qui concerne, je pense que on a eu quelques indicateurs par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure par les invités concernant les éléments clés qui permettent à un apprenant de réussir son insertion professionnelle. Quels sont les éléments clés? On a parlé de centre d'appel, on a parlé du digital et de toutes les opportunités dans ces deux secteurs qui s'offrent aux étudiants. Mais je pense que derrière, il y a quand même un minimum des prérequis qui sont nécessaires pour bien s'intégrer. Quelles sont ces clés? Mohamed, par rapport à ton secteur d'activité, quelles sont les clés et de manière générale concernant la ressource humaine, quelles sont les clés pour son insertion professionnelle pour un apprenant? D'accord, merci Madame Fall. Pour pouvoir réussir son insertion professionnelle en tant qu'étudiant, il faut avant tout savoir ce que l'on veut. C'est important. Beaucoup d'étudiants sont aujourd'hui en chômage parce qu'ils ne prennent pas le soin de définir ce qu'ils veulent faire. Et ça se voit partout au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le choix par fantaisie. D'abord, on sait que notre ami opte de faire la comptabilité. Nous, on n'a pas le profil d'un comptable. Pourquoi choisir ce métier? Ça, c'est un problème. D'abord, la première chose à faire pour réussir son insertion professionnelle, c'est de définir ce que nous souhaitons faire à l'avenir. Ça, c'est le premier. OK? Évaluer vos capacités à travailler dans un secteur et à trouver la bonne voie de formation. D'abord, souvent, je dis aux candidats que je reçois, souvent, vous voyez où, d'ici 5 ans, s'il n'est pas en mesure de me répondre, là, je ne vais pas le prendre. Parce que c'est un gars qui n'a pas pris le soin de bien clarifier ses objectifs professionnels. Ça, c'est un problème. Raison pour laquelle souvent, je demande aux étudiants de mettre en place ce qu'on appelle le bilan de compétences. Le bilan de compétences, vous allez créer 3 colonnes. Vous allez mettre sur la première colonne compétences techniques, compétences organisationnelles et compétences relationnelles. Et vous allez, à partir de là, noter vos compétences personnelles et voir les failles afin de les améliorer. Et c'est ça ce qu'on appelle le bilan de compétences pour pouvoir vraiment assurer son insertion professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire et je recommande ça à tout le monde. L'autre aspect également, créez-vous un réseau. C'est important. Aujourd'hui, on a tendance à parler de recommandations. Ça c'est une réalité. Quelqu'un connaît quelqu'un, là, on facilite votre insertion professionnelle. Raison pour laquelle, si on est étudiant ou élève, créez-vous un réseau. Ne restez pas dans votre zone de confort. Allez vers les recruteurs, participez à des séminaires de formation, relancez vos demandes d'emploi dans les organisations pour assurer son suivi. Souvent, des étudiants déposent le CV au niveau des organisations, mais n'assurent pas le suivi. Et ça, c'est un problème. Nous, en tant que président, en tant que recruteur, s'il y a un poste à pouvoir, la première chose à faire, c'est de voir les CV qui sont déposés au niveau de l'organisation pour mon entretien. S'il n'y en a pas, on fait appel à l'externe. Donc, la première chose à faire, c'est souvent relancer vos CV déjà déposés dans les organisations. OK? Et travailler votre niveau de langue et vos capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. C'est important. Parce que souvent, il y a combien d'emplois qu'on perd tous les jours à cause de l'anglais? L'anglais est devenu une langue de business. Et c'est demandé partout. Donc, il faut aussi travailler ce niveau de langue et développer vos capacités d'écoute et de synthèse. Moi, la première chose à faire si j'ai un profil à recruter, c'est de l'appeler. Je lui pose beaucoup de questions. Juste pour voir, est-ce qu'il a un bon sens de l'écoute? Est-ce qu'il a une bonne capacité d'analyse et de synthèse? Ça se travaille. D'accord? Formez-vous sur une seconde langue. Comme je vous ai dit, l'anglais. C'est important. Soignez votre CV et lettre de motivation. Sur le CV aussi, c'est vraiment dommage. Il y a combien de CV que je passe que je ne consulte plus parce que le gars a fait une mauvaise présentation. Parfois, il me
il m'arrive de prendre mon temps pour voir si le candidat a vraiment les expériences demandées. Mais si par contre le CV est mal organisé, je ne vais pas prendre le soin de lire le contenu. Donc le CV, c'est à soigner. Parce qu'il y a une technique pour rédiger le CV, il y en a, il faut l'apprendre. Sinon, moi, je suis disponible pour vraiment recevoir les CV. Souvent, il y a des gens qui me contactent sur Internet. Mohamed, est-ce que vous pourriez revoir mon CV et changer quelques éléments? Je pourrais faire ça. D'accord? Le CV, c'est à soigner. S'il vous plaît également, enlevez les photos dans votre CV, sauf demande du recruteur. Enlevez les photos dans votre CV, c'est important. La fois c'est récemment, j'ai vu une dame qui a envoyé un CV où elle a laissé ses parties intimes. Vous vous rendez compte? Et je me suis dit, ça c'est quoi? Et finalement, j'ai reçu son CV, je ne pourrais pas la recruter. Orientez-vous vers les centres d'appel. D'accord? Orientez-vous vers les centres d'appel pour booster votre carrière professionnelle. Je pèse bien mes mots. J'ai eu la chance de faire tous les secteurs. Et les centres d'appel est aujourd'hui un secteur qui encourage l'intégration des étudiants et élèves. OK? Évitez de remplir vos comptes réseaux sociaux avec des contenus professionnels. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, sur Facebook, on pense que sur Facebook, il faudra publier des photos tout simplement. Non. Aujourd'hui, il y a une partie dédiée aux recruteurs. Nous, si on a besoin des comptables, on met juste quelques codes et on a tous les profils. Si on tombe sur un gars, même s'il respecte les exigences du poste, mais s'il fait tout le temps des publications qui restent à désirer, on ne va pas le recruter. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça pour vous parler comment réussir à avoir une bonne insertion professionnelle. Donc, c'est un peu ça les éléments qu'il faut tenir en compte et que je profite de l'occasion pour dire que moi, je suis ouvert. Si, par exemple, vous avez quelques problèmes avec votre CV, je serai toujours là pour vraiment apporter des modifications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. C'est vraiment complet, hein? C'est complet. C'est complet. Merci beaucoup. Moussa? Oui. Par rapport à ton domaine d'activité, oui. Qu'est-ce que tu penses vraiment le package nécessaire oui. aux étudiants, aux apprenants pour bien s'insérer? D'accord. Pour les étudiants d'une manière générale ou bien les étudiants qui sont dans le domaine? Dans ton domaine spécifiquement. Dans mon domaine spécifiquement. Alors, oui, le numérique, numérique et les possibilités. Oui. Concernant le numérique et les possibilités, comme je disais, aujourd'hui, la vérité incontournable, c'est qu'on va de plus en plus vers la pertinence de ce qu'on sait faire. D'accord? Il n'y a pas, déjà, ce déblocage au niveau de l'état d'esprit, que ce qu'on peut valoir en termes de profil est tout simplement proportionnel à ce qu'on sait résoudre comme problème. On va, dans le domaine en tout cas de l'économie numérique, on va on va vers une ère où le diplôme ne va pas compter, qui tu connais ne va pas compter, parce que si tu connais la bonne personne et que tu atterris là où tu dois atterrir, si tu ne fais pas ce que tu sais faire, tu seras une personne à remplacer. Heureusement. C'est un secteur très démocratisé, c'est un secteur où le mérite compte. Mais c'est un secteur aussi qui est en tant qu'étudiant, quand on y est, il faut pas savoir faire, il ne faut pas dire qu'on a été, on a étudié quelque part, il faut pas, ce qui va compter, c'est ce qu'on a déjà exécuté. C'est d'ailleurs là où c'est très intéressant. Aujourd'hui, dans le numérique, par exemple, moi, j'ai vu bon nombre de personnes court-circuiter bon nombre d'offres d'emploi et d'opportunités. Être retenus tout simplement parce qu'ils ont réalisé dans leur passé, dans le cadre de projets scolaires, des missions qui sont allées au-delà de la fiche de poste. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes là. Aujourd'hui, je peux révéler par exemple que je connais une personne qui a le bac comme diplôme, le plus général, qui a un BTS dans un domaine qui est vraiment pas à côté du digital, très éloigné du digital, qui a été retenu pour un poste qui originellement devait être pourvu pour une personne qui a un bac plus 5 avec 10 ans d'expérience. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Le bac,
aucune expérience professionnelle avérée, mais avec beaucoup de réalisation, ça permet de court-circuiter beaucoup de choses. Quand je dis le bac, je dis juste le bac. Ces personnes ne pouvaient même ne pas avoir le bac. J'en ai vu beaucoup. Ce qui n'est pas, donc ces choses-là qui arrivent dans le domaine de l'emploi, qui fait de telle sorte que des gens parviennent à court-circuiter. Et la plupart du temps, c'est des gens qui ne demandent même pas à être dans les rangs d'une entreprise ou autre. Mais des gens qui ont développé des choses, parce que ce qui est bien avec le digital, c'est que la porte d'entrée, elle est très faible. Je dis développer, par exemple, on est dans la création de plateforme, développer une plateforme qui permet de faire telle chose. Non, tu n'as pas, tu as juste besoin d'épargner ce que tu utilises en achat de crédit ou de chaussures ou de cheveux naturels. Tu mets ça sur l'acquisition d'outils qui te permettent de construire quelque chose et là tu vas en ligne ou bien tu vas là où tu veux pour apprendre. Parce que le savoir là-bas, il est gratuit. Donc, le fait de savoir que comment on va être perçu, peut être bien sûr projeté par ce qu'on a comme diplôme, je dis bien parce qu'on a comme diplôme, mais ça peut être, c'est plus pertinent, surtout quand on veut court-circuiter les choses parce que ça arrive très souvent. Moi, je me rappelle il y a des années quand on me demandait mon profil, c'était bac plus 5 en école de commerce ou école de gestion, plus 2-3 ans d'expérience dans le digital. Ça finit par atterrir où? Bac plus réalisation. Et ça commence, avant c'était des exceptions, mais on dirait que ça commence à devenir la règle générale, tout simplement parce que comme nous le savons, les écoles ne sont pas en train de résoudre le problème que les entreprises ont. Donc, état d'esprit, donc réaliser des choses, essayer de réaliser des projets personnels, des projets entre amis, allez offrir vos compétences et arrêtez de se faire prendre pour des personnes qu'on exploite. Parce que quand on est à l'école et qu'on commence à apprendre un métier, vraiment, la personne qui nous donne la chance d'exercer nous donne la chance de grandir. Ça, si c'est un état d'esprit vraiment qu'il faut avoir. Après, le reste, je pense dans le numérique, hein, ne pas être déconcentré par le phénomène de l'entrepreneuriat, qui est un phénomène très populaire chez les gens qui ont des compétences dans le numérique. Parce que ça va faire des choses et ça va être payé pour ces choses-là, ça existe. Être une personne qui ne peut s'épanouir que dans l'entrepreneuriat, c'est une autre chose. Donc beaucoup de gens aujourd'hui perdent beaucoup de données ou bien ne parviennent pas, en tout cas à faire la planification dont parlait Mohamed, et sont divertis par le fait que beaucoup de solutions qui sont mises en place par des gens et qui deviennent des entreprises ont été en rapport avec le numérique et que ça le pousse à penser que ça va faire quelque chose dans le numérique. C'est une passerelle pour devenir indépendant, ne pas avoir de boss, entreprendre. Ça, c'est quelque chose qui divertit aussi les gens. Donc, acquisition de compétences à travers le projet, à travers du volontariat, à travers des trucs non rémunérés. Et là, plus on avance, en tout cas, s'il n'y a pas de choc, plus on avance, plus ces gens-là qui ne misent que sur leurs compétences, que sur leur savoir-faire, plus on avance, plus ces gens-là auront raison sur ceux qui sont, entre guillemets, dans les cadres. Ça, c'est ce que je pense, dans le digital en tout cas. Et c'est ce que je vois tout le temps. Effectivement, merci beaucoup Moussa pour ton intervention très pertinente. Je pense que l'essentiel a été dit. Qu'il s'agit de construire un réseau, surtout Khadija te l'a souligné. Allô? Il est parti, Nabou. Il ne faut pas nous laisser ici, ouais. On va se bagarrer. Moi et Mohamed, nous allons nous bagarrer si tu nous laisses ici. Mais Mohamed, je suis très content de vous connecter. De construire un réseau Nabou est là. Voilà, ça. Nabou is back. Donc, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit employé ou autre. Je pense que ce sont des bases quand même qu'on a besoin d'acquérir. Effectivement, Mohamed, tu as souligné tout à l'heure, le principal problème des apprenants, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Je pense que dans ce cadre, il y a maintenant de plus en plus
d'initiatives qui sont mises sur pied pour aider ces jeunes. Je dirais, je prends l'exemple de l'Asia Sénégal dirigé par Mahadi, qui aide vraiment à travers le partage d'informations, d'ateliers et pas mal de choses, comme Classtech qui a initié cette réunion aujourd'hui. Autant d'initiatives à saluer, mises en place par des jeunes et qui, je pense, devraient vraiment être plus vulgarisées pour que la majorité des jeunes puissent avoir accès à ces informations. Donc, n'hésitez pas à partir. Moi, je dirais, la seule chose que je leur dirais, c'est n'hésitez pas à partir vers l'information, aller vers l'information. Maintenant, 70 à 80% des jeunes ont des smartphones avec de la connexion. Donc, c'est dommage que cela ne serve juste qu'à aller sur WhatsApp, TikTok et autres. Donc, utilisez ces outils pour partir vers l'information, vous former. Avec votre téléphone, vous pouvez vous former. Vous pouvez échanger avec des professionnels. Vous pouvez avoir la bonne information, construire votre réseau, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec votre smartphone. Parfaire votre CV. Voilà, vous former sur plein de choses. Donc, allez vers l'information, abonnez-vous à des sites, à des plateformes qui peuvent vous aider à vous insérer. Je pense que c'est tellement intéressant. Comme j'ai l'habitude de le dire, qu'on peut continuer à discuter. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a quand même débordé un peu. Et je ne vais pas continuer à abuser de votre temps. En tout cas, c'était très pertinent. Et là, je m'adresse aux invités. Tout à l'heure, Moussa et Mohamed ont parlé de leur disponibilité. Donc, que ça soit sur Facebook, sur les autres réseaux, ils sont disponibles. Si vous avez des questions, merci à toi, Khalid. Si vous avez des questions, commentaires, voilà, vous pouvez les contacter directement. Ils sont disponibles. Je vais juste vous demander votre mot de la fin à Moussa et à Mohamed avant qu'on se quitte. Moussa, allez-y. Moi, je dis que... Moi, je veux dire que j'en ai... Bon, je sais pas. On dirait que c'est la première fois que je sois aussi proche de ce qui se passe concrètement dans le monde du recrutement en grande entreprise. Et je suis très ravi de savoir, d'avoir une idée de comment c'est structuré et qu'aussi on prend en compte toutes ces choses qui sont, qu'est-ce qu'on veut devenir, quels sont nos plans de carrière et tout ça, parce que c'est des choses qui fondamentalement inquiétaient pas vraiment les entreprises de manière classique. Mais c'est cool d'apprendre ça et c'est un plaisir. En tout cas, je pense qu'on va rester en contact. On va rester en contact, Inch'Allah. Et puis, je suis très content. Bon, malheureusement, j'ai pas entendu Khadija tout intervenir. Nabou, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'avoir échangé. C'est cool. Merci beaucoup. D'accord. En ce qui me concerne vraiment, je suis très content. Je suis même dans l'embarras. Je ne pourrais pas extérioriser ce que je suis en train de ressentir. En tout cas, j'ai été gâté de partager cette plateforme d'échange avec Moussa Keiter, Nabou et les invités. Je suis vraiment content. Et comme Moussa, comme vous l'avez bien dit, on va garder le contact. Je pense que on va vraiment faire beaucoup de choses à l'avenir, pourquoi pas. Merci aussi à Madame Fall, Seynabou. Vraiment, je vois tout le temps vos activités sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour accompagner les étudiants et vous allez vous soucier vraiment sur leur insertion professionnelle, leur formation. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, kudos et félicitations, mention spéciale à vous.
Allô? Oui, je pense que c'était le réseau. Donc, je pense que, voilà, on va essayer de s'arrêter là. Oui. Si vous le permettez. Oui, bien sûr. On va remettre ça, Nabo, on va remettre ça, Inch'Allah. Ouais, Ça, c'est sûr. Je Ça, c'est pense sûr. que vous j'aurai incessamment besoin de vos interventions. Nous aurons besoin de vos idées, de vos suggestions, de vos interventions. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup à nos intervenants, Moussa, Mohamed. C'était un vrai plaisir. Voilà, on va remettre ça très bientôt. Merci. Restez connectés pour d'autres sessions. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci.